Bien, bonjour à tous, je m'appelle Milena et à bord du coup je suis la technicienne en charge des protocoles qui concernent les microplastiques. Voilà, je suis à bord de Tara depuis le 10 février dernier et on est monté du coup à Punta Arenas, dans une des villes australes du coup du Chili. Et là on est arrivé à Panama du coup avant-hier pour traverser le canal de Panama demain. Voilà, et moi c'est Monch, donc moi je suis responsable de l'entretien du pont, en général quoi, les semi-rigides, les voiles, et puis les mises à l'eau pour la science également, et moi je suis à bord depuis environ 4 mois également, depuis Punta Arenas aussi. Ok, super. Oups, alors je vous ai perdu. C'est bon, je vous ai. Génial, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer juste brièvement ce que vous avez derrière vous, nous expliquer un peu votre paysage, où est-ce que vous êtes sur Tara, etc. Oui, bien sûr. Ouais, alors là on est dans le cockpit. Vas-y, si tu veux tourner. Ouais. Un cockpit que nous on appelle aussi l'igloo. Donc on est plus sur la partie arrière du bateau. Vous pouvez voir la table science et puis ici le petit laboratoire humide là qui actuellement ne sert pas parce qu'il est un petit peu transformé. Juste à côté de nous il y a la passerelle. C'est pas beaucoup de longueur de canne. La passerelle, voilà, où on pilote le bateau avec la barre et tous les instruments, etc. Et sinon, autour de nous, on est à l'entrée du canal du Panama, côté Pacifique. Et autour de nous, il y a beaucoup de bateaux en attente pour pouvoir passer vers la partie atlantique. Je ne sais pas si vous voyez quelques bateaux. Ouais, on voit la mer. Ouais. Super, génial. Merci beaucoup. Alors, du coup, les classes, j'attends vos questions. Donc, à l'écrit, dans la partie questions, dans le panneau de configuration GoToWebinar à droite de votre écran, ou à l'oral en levant la main avec la petite icône main levée. Et comme ça, moi, j'active votre micro à distance. Et donc, ensuite, vous pourrez poser comme ça directement vos questions à Milena et à Monch. Alors, j'ai une première question de Clémentine qui demande qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette mission? Bonjour Clémentine. Plusieurs raisons qui nous donnent envie de participer à ces expéditions. Entre autres, celle de pouvoir participer à un programme de recherche international et qui va pouvoir être partagé gratuitement du coup à tous les scientifiques du monde qui vont pouvoir avoir accès aux données en fait qu'on est en train de prélever en ce moment. Après, c'est très intéressant aussi de travailler du coup sur des espèces microscopiques qui sont invisibles à l'œil nu et qui pourtant font partie des services qui nous permettent du coup nous les humains de vivre sur la Terre, puisque tout ce microbiome dont on parle, tous ces petites espèces microscopiques, elles vont favoriser du coup la vie humaine. Après, Tara, c'est aussi un bateau qui est super particulier puisque c'est un bateau laboratoire. Ça nous permet, du coup, pour ceux qui aiment pouvoir exercer leur métier sur le terrain, en tout cas pour les scientifiques, de ne pas être dans un labo à terre lambda, mais de pouvoir être sur sa zone de prélèvement. Donc c'est fun, c'est super enthousiasmant de pouvoir travailler du coup à l'extérieur et d'être dans les conditions parfois un petit peu houleuses de mer ou d'avoir aussi du très beau temps. C'est voilà. Et pour moi, en tant que marin, participer à la mission, c'est important de connaître l'océan parce que c'est l'endroit qui permet d'exercer mon métier. Moi, j'étais aussi toujours d'ailleurs moniteur de plongée, mais ça, je l'ai fait pendant une douzaine d'années. Donc, je suis toujours intéressé à la mer et puis là, travailler pour Tara, c'est une vraie chance de pouvoir participer, comme dit Milena, à tout un programme qui me permet de mieux connaître l'océan et puis aussi de le partager ensuite au public, aux scolaires comme vous, et puis d'avoir de plus en plus de connaissances en termes de sciences et de données. Ok, super. Bon, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole à Emmanuel Brémond. Alors Emmanuel, il a une classe de CM1 à Trélazé, à côté d'Angers. Donc on vous écoute. J'active votre micro.
Parfait. Bien, enlève ton masque. Allez. Je vais vous présenter, comme ça Milena et Monge se connaissent votre prénom. Bonjour. 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 Bonjour, c'est Léana. Bonjour, Eliane. Bon, voilà. Quels animaux marins vous voyez le plus? Alors, ben, on en a eu de nombreux hein, depuis la Patagonie chilienne. Écoute, en Patagonie, dans la zone la plus australe où on était, comme c'est des zones qui sont très isolées à l'intérieur des canaux, c'est des zones où on a pu voir pas mal de gros mammifères marins comme des rorquals, des baleines. C'est un peu leur sanctuaire ici parce que du coup, ben, elles sont pas embêtées par les activités humaines et puis elles ont plein à manger. Il y a plein de phytoplancton pour elles. Donc ça, c'était la zone où on a vu les baleines. Qu'est-ce qu'on a vu encore, Manche? Pour moi, ce qu'on a vu le plus, c'était des otaries et des lions de mer. Là, il y en a un petit peu partout, que ce soit proche des villes ou dans les zones qui sont totalement inhabitées. Et après, c'est assez régulier pardon, qu'on voit des mammifères, des animaux. Là, comme ce matin, au réveil, eh bien, on avait des dauphins qui étaient autour des bateaux. Là, c'était très sympa. Ouais, on a eu des visites rigolotes d'otaries pendant des stations aussi scientifiques qui venaient s'amuser avec le matériel de prélèvement qu'on mettait à l'eau. Donc, c'est toujours agréable d'avoir cette petite présence qu'on peut observer de près. Après, on a aussi pu observer carrément des scènes de chasse en fin de journée, voilà, comme ça, c'était des globicéphales, une trentaine de globicéphales comme ça au soleil couchant, qui sont arrivés en fait vers le bateau et qui chassaient du coup, voilà, tous en ligne comme ça, en fin de journée. Donc, et puis on ne vous parle pas aussi des espèces microscopiques parce que ça, nous, on a la chance à bord d'avoir un matériel qui nous permet de les grossir et de les voir. Et tous ces petits micro-organismes dont on parlait, ils sont incroyablement jolis, ils ont des formes géométriques un peu de tout type. Et on a un instrument qui s'appelle le Curiosity qui nous permet du coup de zoomer du coup, sur ces petits échantillons qu'on va prélever, en fait des échantillons d'eau de mer qu'on va mettre sous une loupe grossissante, on va dire ça comme ça. Et du coup, on peut observer leurs couleurs. Donc pour les diatomées, on va voir leurs petits squelettes en silice qui sont plutôt orangés. Donc on va voir un peu de rouge, un peu de vert. Donc il y a le visible, il y a les grands mammifères, les plus petits mammifères, mais il y a aussi les animaux microscopiques qu'on étudie ici à bord pendant l'expédition microbiome. Et c'est quoi les lucéphales? Les globicéphales. Globicéphales, ça fait partie de la famille des dauphins, mais ils sont un petit peu différents. Puis ils ont vraiment un crâne qui est globuleux, quoi. Donc, on leur donne le nom de globicéphales. C'est partie de la famille des dauphins également. C'est un peu plus gros que les dauphins qu'on voit classiquement, quoi. Donc, il y a différents types de dauphins, que ce soit les sténelles à bec ou les tursiops, ceux qui sont plus connus, les dauphins gris qu'on voit partout, quoi. Merci pour votre réponse. Avec plaisir. Au revoir. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit de Damien qui est en CM2C à Châtellon-en-Brie et qui demande si vous travaillez le jour et la nuit et comment vous faites pour vous reposer. Ah. Alors, sur cette mission scientifique, les protocoles, ou en tout cas tous les prélèvements étaient de jour. Donc en général, notre journée commence, on se lève à 6 h du matin. À 7 h, on met la première rosette à l'eau. Donc la rosette, c'est le carrousel là avec toutes les bouteilles Nishkin qu'on va plonger à une certaine profondeur et qui vont nous permettre d'avoir de l'eau de mer de différentes profondeurs. Donc ça se passe pendant la journée. Donc après la rosette, c'est les filets, etc. Et en général, jusqu'à 20 h, on est occupé, 19 h, 20 h. Mais nous, notre journée pour les scientifiques, on va dire qu'elle s'arrête là, parce qu'elle est en continu aussi. Mais les marins, eux, ils enchaînent, ils continuent d'enchaîner. Donc pour nous, les marins, donc ça dépend si on est en journée science ou en navigation, c'est un peu changeant. Mais le rythme est jamais le même. Quand on est sur une journée science, nous, on a des rotations. Donc, il y en a qui font le matin, puisqu'il faut faire une veille, et puis piloter le bateau pour qu'il soit au bon endroit, plus un autre marin qui s'occupe des winches et des treuils pour mettre à l'eau les filets aussi, etc.
Et quand on est en navigation, eh ben, on n'arrête pas le bateau, donc on a toujours une veille, que ce soit le jour ou la nuit, donc 24 heures sur 24. Donc on a des rythmes un petit peu particuliers, jour et nuit, on est un petit peu en décalage. Et donc pour se reposer, parfois on a l'impression de faire plusieurs siestes dans la journée. Mais on arrive à se reposer et puis sinon on s'arrange entre nous pour prendre du temps pour se reposer quand même, c'est important. Ok, super, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais donner la parole à la classe de Sylvaine Hiverniou, donc les CM1 de l'école élémentaire La Renault. Donc il faut activer votre micro. Voilà, je vous envoie une petite demande d'activation. Il faut cliquer dessus et on vous écoute. Alors, j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. Si vous parlez, essayez de parler. Alors, voilà. Alors, j'ai l'impression que ça marche. Ah oui, si, c'est bon, on vous entend. On vous entend. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Bon, je vous invite à me poser la question à l'écrit, puis je poserai la question à Milena et Monche juste après, si ça vous va. Alors, du coup, je passe maintenant la parole à la classe de Corinne Richard. Voilà. Corinne, elle a des... Bonjour, je m'appelle Issam, j'ai 10 ans et ma question, ça serait, est-ce que, par exemple, si vous allez en Chili, est-ce que vous recrutez des personnes, par exemple des scientifiques ou des personnes d'autres? Bonjour Issam, elle est intéressante ta question parce qu'en fait, si tu veux, comme j'expliquais tout à l'heure, donc ce programme de recherche, c'est un programme de recherche international. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs laboratoires à travers le monde qui vont travailler ensemble. Donc, par exemple, en France, il y a plusieurs laboratoires, dont celui de Banyuls, ceux de Roscoff et d'autres, ou encore le Génoscope. Et ces laboratoires-là, ils vont travailler avec des laboratoires au Chili. Donc, chacun des laboratoires, en fait, va envoyer des techniciens, des scientifiques. Et ensuite, on va se retrouver à bord. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont venus, des Chiliens qui sont montés à bord. On a eu un chef scientifique qui s'appelait Rodrigo Torres, qui était un chimiste. On a eu Emilio, qui était biologiste marin. Il y a beaucoup de nationalités en dehors du Chili aussi, de temps en temps. On peut avoir des gens du monde entier. Ouais, dans chaque pays où on va, on travaille donc avec des laboratoires locaux de chaque pays, des universités. Et donc ils viennent à bord faire les prélèvements, en gros, sur leur territoire, dans leur pays, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, du coup, j'ai une question des élèves de CE2, CM1 de l'école Lebas à Angers qui demandent si vous avez eu le mal de mer. Oui, on a toujours un petit peu, il y a un temps d'adaptation nécessaire quand on arrive sur le bateau. En plus, la goélette, du coup, enfin, moi par exemple, j'ai eu un petit peu le mal de mer au début, mais après on s'est très bien amariner. Ça a duré 24 heures, 48 heures, et puis après c'est passé. On est assez adaptable. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Oui, un petit temps d'adaptation. Et puis Tara, donc c'est une goélette qui est ronde, qui est fabriquée, construite pour aller dans les régions polaires. Donc la forme de sa coque fait que même s'il n'y a pas beaucoup de mer, elle a toujours un petit mouvement de balancement, de houle, et puis qui peut donner un petit peu le mal au cœur, donc le mal de mer. Il faut un petit temps d'adaptation, comme dit Milena, de quelques jours, et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Et après, moi jusqu'ici, j'ai pas trop le mal de mer, mais c'est pas exclu que je sois malade un jour, parce que ça peut venir aussi, peut-être qu'on accumule de la fatigue, etc. Et on peut être pas bien, et puis ça peut déclencher aussi le mal de mer. Ça arrive, ça arrivera à tout le monde un jour. D'accord. Très bien. Bon, on ne te le souhaite pas. Alors, j'ai plein de questions à l'écrit. N'hésitez pas, si vous avez un micro, à lever la main, comme ça vous les posez directement à l'oral. Alors là, j'ai une question de Noah qui est en CM2A à Champion-en-Brie, qui demande dans quelle mer ou océan est-ce qu'il y a du microbiome?
Justement, en fait, le microbiome est partout, en fait. Le microbiome, c'est la base de la chaîne alimentaire, c'est ce qui compose le monde microscopique des océans. Donc, pour le rappeler, c'est toutes les espèces, en fait, microscopiques, donc les virus, le phytoplancton, le zooplancton, tous ces petits micro-organismes, en fait, qui sont en interaction dans leur environnement. Donc, on en a dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien, en mer Méditerranée. Et ce microbiome, il est plus ou moins en bonne santé. Et c'est justement, ou en grande concentration, ou en petite concentration. Et c'est justement ce qu'on vient étudier, en fait. Parce que ce microbiome, à nous, il nous rend de grands services écosystémiques, enfin de grands services. Ça nous permet, du coup, de pouvoir respirer l'air qu'on respire, puisqu'il produit, il me semble, 50% de l'oxygène qu'il y a sur la Terre. Donc, c'est pas négligeable. Donc, on a besoin de mieux le connaître pour mieux le protéger, ce microbiome. Ok, super, génial, merci beaucoup. Alors du coup, je vais donner la parole à la classe de Sylvaine Hivernio. Voilà, donc on vous écoute. Alors, j'ai l'impression que ça ne marche toujours pas, donc c'est pas grave. Alors maintenant, j'ai une question de la classe de Nathanaël Deltine, donc du lycée d'Angers, qui demande si vous avez vu des pirates. Des pirates? Mais c'est nous les pirates. Non, on n'a pas vu de pirates, Nathanaël. On n'est pas dans une région où il y a de la piraterie, bien sûr. Après, il y a des régions sur la planète où il y a effectivement de la piraterie, pas vraiment ici, non. Non. Désolé. Ouais. C'est pas grave. Et tant mieux pour nous. Ouais. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai la question de Lina, qui voulait la poser à l'oral, mais non, ça ne fonctionne pas, qui demande si vous avez découvert des nouvelles espèces. Est-ce qu'on a découvert de nouvelles espèces? C'est un peu tôt, en fait, pour le dire, parce que là, on en est au stade, pendant cette mission, du coup, on en est à un stade de prélèvement et de conditionnement. Donc, nous, on va prélever de l'eau de mer ou des petites espèces. Mais toutes les espèces qu'on prélève, du coup, ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, ce qu'on disait. Après, il y a des espèces qu'on n'avait pas vues. Ça ne veut pas dire que c'est des espèces qui ont été découvertes. Mais par exemple, dans les canaux patagoniens, on avait des petites monidas. Donc ça, nous, on ne les avait jamais vues. Des petits crustacés très jolis, d'une couleur bordeaux. Voilà, après, dire que c'est une nouvelle espèce, on ne pense pas, mais il va falloir attendre en fait que tous ces échantillons soient analysés pour avoir un retour du coup sur la présence, par exemple, d'espèces qu'on n'avait pas encore déjà vues, peut-être dans le microbiome, dans le phytoplancton, dans le zooplancton. Mais il est un peu tôt pour le moment pour parler de nouvelles espèces. Oui, c'est ça. Moi, de ce que je sais, s'il y a des nouvelles espèces qui vont être découvertes, ce sera effectivement dans un peu plus longtemps, en fait, parfois même en termes d'années, 4 ou 5 ans après les prélèvements qu'on a fait ici, puisque là, les échantillons, on les garde à bord. Excusez-moi, il y a un moteur là. Les prélèvements qu'on fait à bord, donc on les conserve dans des congélateurs, des frigos, dans l'azote liquide. Et comme à Valparaiso, par exemple, ils sont partis en avion à Paris au Génoscope. C'est principalement au Génoscope où ils sauront trouver l'identité de tous les échantillons et savoir s'il y en a des nouveaux qu'ils ne connaissent pas. Et puis du coup, il faudra leur trouver un nom s'il y en a des nouveaux. Alors, moi, je ne vous entends plus. Est-ce que tu nous entends? On a un bateau qui est passé derrière, je ne sais pas si tout le monde a entendu. C'est revenu, on vous entend mieux. Ça marche. Alors, donc je vais reprendre dans l'écrit. N'hésitez pas, si vous avez des questions à l'oral, à lever la main. Comme ça, vous pouvez poser vos questions directement à Milena et Monge. Alors là, j'ai une question d'Alan, qui est en CE2, qui demande si vous avez trouvé beaucoup de microplastiques dans certaines zones. Le long de la côte chilienne, on va commencer par les canaux de Patagonie. Donc, les canaux de Patagonie, au plus près, par exemple, de Punta Arena et jusqu'à Puerto Eden. Donc, on a traversé tout l'intérieur du coup des fjords.
dans ces zones-là, il y avait très peu de concentration de plastique. J'en ai quasiment pas trouvé, en tout cas de microplastiques, puisque nous on s'intéresse aux fragments en fait qui sont issus des gros déchets. Parce que c'est des zones qui sont particulièrement isolées et qui sont aussi protégées de la mer par rapport grâce à ces petits îlots qui la séparent directement de la mer ouverte. Après, quand on a commencé en fait à arriver au niveau de Puerto Eden, là tout de suite, on a du coup des activités humaines de pisciculture, donc d'exploitation de saumon. Et très rapidement, dans les collecteurs, du coup, dans le filet mental, j'ai retrouvé du polystyrène, des fragments de filets de pêche. Donc, tout ça, ça montre que la présence du plastique, elle est tout de suite liée en fait à la présence de l'homme, en dehors du fait que de toute façon, le plastique va voyager même dans les zones les plus reculées. Hein. Mais là, j'en ai trouvé beaucoup, surtout beaucoup de polystyrène. Et puis après, j'étais assez surprise parce que on a fait des stations proches des grandes villes, du coup, quand on était sur la côte chilienne, après Puerto Eden. Et là, je m'attendais à avoir quand même pas mal de microplastiques. Donc, j'ai vu beaucoup de gros déchets flottants. Mais en termes de microplastiques, j'ai pas collecté beaucoup de choses. Donc, je me demandais en fait si le courant d'Humboldt, il n'aurait pas tendance du coup à les pousser en fait plus à l'ouest, plus au large, et c'est fort possible. Après, juste pour stipuler quelque chose d'important, c'est que c'est pas parce qu'on les voit pas ces microplastiques qu'ils sont pas présents. Ils peuvent être beaucoup plus bas dans la colonne d'eau, et souvent les prélèvements, ils vont être tributaires des conditions météo. Par exemple, quand il y a eu un peu des vagues la veille ou le jour même, du coup, ça ne va pas me donner une idée du coup de la concentration de plastique qui se trouve à un endroit particulier, parce que les plastiques, en fonction de leur composition, vont avoir tendance à redescendre dans la colonne d'eau. Ils peuvent se trouver autant en surface qu'après du coup une bonne mer ou pas mal de houle. Ils vont faire un petit tourbillon comme ça sous la surface et descendre plus bas, de 3 par exemple à 20 mètres. Donc voilà pour la côte chilienne. Donc dans l'ensemble, j'ai collecté peu de plastique, donc c'est a priori une bonne nouvelle, mais il y a des échantillons plus précis du coup des filtrations qu'on a faites justement d'eau de mer qui pourront nous dire si quand même, qui pourront nous donner dans des échelles encore plus petites, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'il y avait des morceaux complètement microscopiques qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu qui étaient quand même présents. Donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir une vision globale de la présence des plastiques. Ok, super. Merci beaucoup, Mélina. Alors, du coup, j'ai une question maintenant de Chiara, donc en CM2, qui demande comment se passent vos journées. Eh bien, plutôt bien. Ça dépend, Chiara. Du rythme, ouais. Ça dépend du rythme. Nos journées sont très intenses quand on fait des stations scientifiques. Comme je disais, on commence à 6 heures, on termine à 20 heures. On n'a pas forcément beaucoup de temps. On essaye de manger tous ensemble à midi, mais parfois les protocoles s'enchaînent, donc les prélèvements s'enchaînent, donc on s'adapte. Donc ça va être des rythmes assez soutenus. Après, il y a des journées où on va être aussi ce qu'on appelle des journées de off, mais qui ne sont pas forcément des journées off, parce que c'est des journées où on va préparer la station suivante, c'est ça? Préparer toute la station suivante, et préparer la station suivante, ça veut dire préparer les échantillons, faire les étiquettes, remettre en bon fonctionnement le matériel qui parfois aussi a pris un petit peu, a été fragilisé par les conditions extérieures, réparer les trous dans les filets. Donc de manière générale, c'est un rythme assez soutenu. Ouais, c'est assez soutenu, puis c'est tous les jours, que ce soit, même si on ne fait pas de la science forcément tous les jours, le Tara continue d'avancer pour aller aux étapes suivantes, etc. Donc nous, les marins, on a toujours du travail à faire aussi, d'entretien. Il y a des choses qui sont très sollicitées, donc fragilisées, qu'on répare, qu'on modifie, qu'on adapte. Mais parfois, oui, c'est souvent des longues journées. Ouais. Et une des raisons qui certainement nous donne envie de venir travailler sur Tara, dans un environnement comme celui-ci, c'est que justement, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Il va toujours falloir s'adapter à son environnement. Il y a des journées où il va y avoir beaucoup de houle, donc on va être moins stable, on va courir un peu après nos échantillons.
Donc, il n'y a aucune journée qui se ressemble sur un bateau comme celui-ci. Et puis c'est quand même des rythmes assez soutenus. Et puis, de temps en temps, comme aujourd'hui, on se retrouve au mouillage, dans une baie comme celle-ci, où on a le temps un peu d'observer ce qui nous entoure, de prendre du temps pour échanger, de préparer aussi nos départs, parce que là, va y avoir une rotation. Il y a 3 des scientifiques qui partent, qui rentrent chez eux. Il y a des marins qui arrivent, et voilà. Donc, il ne se passe jamais la même chose, c'est varié. Non, il y a toujours des choses à faire, comme là, on escale, donc habituellement, en dehors du contexte sanitaire Covid, on est à quai, on accueille du public et puis des classes à bord pour faire les visites. Donc là, on fait en visio, parce qu'on ne peut pas rencontrer les gens vraiment directement, mais on continue à faire passer le message aussi. Et puis, les escales ici, ça nous permet de faire des approvisionnements en nourriture pour les semaines à suivre, et puis d'acheter aussi du matériel. Effectivement, donc de faire les rotations de marins. Donc c'est pas parce qu'on est en escale qu'on est totalement en repos, mais le rythme est un peu plus classique, on va dire. Voilà. On a la nuit, en gros, pour se reposer, et puis on continue de travailler sur Tara toute la journée. Mais c'est vrai que le rythme des marins, il est assez, c'est surprenant quand même. Comme dit Monch, en fait, Monch, par exemple, il s'arrête jamais, quoi. Quand il a fini de démonter un winch, il va partir en salle des machines. Oui, il remonte. Enfin, de laver, de nettoyer. Ensuite, il part en machine, il va solliciter, du coup, les autres marins pour savoir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Enfin, il est constamment en activité. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Nous, les scientifiques, quand même, nos nuits ont été assez préservées pour pouvoir être d'attaque pour le lendemain. Mais c'est une des choses, moi, qui m'a particulièrement surprise, parce que c'est beaucoup de temps, hein. Tout de même, là, ça fait 4 mois qu'on est ici. Donc, imaginez chaque jour être constamment en activité, plus vous réveiller au milieu de la nuit pour faire des quarts de 3 heures. Enfin, il faut faut être courageux, hein, quand même, pour faire ce métier. D'accord, C'est le super. projet Merci. qui est intéressant. Ah oui, c'est sûr. Alors maintenant, j'ai une question d'Alejandro qui est en CM2 à La Paz, qui demande ce que vous mangez sur le bateau. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on mange sur le bateau? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on mange? On mange. Déjà, c'est chouette comme question parce que les repas et la nourriture sur un bateau comme ça en expédition, c'est très très important. C'est un peu l'horloge aussi du bateau parce que c'est du confort, parce que c'est un moment chaleureux. Donc sur ce bateau, on a la chance d'avoir différentes cuisinières qui vont se croiser. Là, par exemple, depuis 2 semaines, on est avec Carole. Avant, on a passé 2 mois et demi avec Sophie. Elles ont toutes des mondes culinaires différents. Carole, par exemple, elle a pas mal voyagé au Japon, donc elle a une cuisine qui est empreinte de toutes ces saveurs assez créatives. Sophie, pareil, elle a une culture culinaire très savoureuse. Donc voilà, on a la chance d'avoir des cuisinières inventives, créatives, qui nous permettent aussi de voyager. Et elles prennent bien soin de nous. Elles nous font plein de gâteaux. En général, on a toujours entrée, plat, dessert. Donc le plus difficile, c'est de se limiter avec tous ces gâteaux. On prend vite du poids, particulièrement moi. Et voilà. Mais c'est très savoureux, Ouais, très équilibré, c'est sain aussi. Et puis, quand on fait les approvisionnements dans chaque pays, on essaie de faire des courses aussi locales, ce qui nous permet d'avoir. On va pas aller chercher des produits qui ont transité pendant des kilomètres et des kilomètres, quoi. On essaie de manger un petit peu. Malheureusement, on peut pas aller sur les marchés directement choisir ce qu'on va acheter pour mettre sur le bateau, mais ça nous permet de goûter les produits locaux et puis les fruits et légumes de saison qu'ils font dans chaque pays, au Panama, au Chili, etc. Toujours intéressant, ça nous fait voyager, comme dit Milena. Je vois une main levée maintenant à l'école de la Plume des Champs à Kernusson. Donc, Aurélie, j'active le son de votre classe. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Donc, il faut activer la petite demande d'activation du son que je vous envoie.
Bonjour. Bonjour. Ah, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Lily. Quels sont les derniers échantillons récoltés? Peut-on les voir? Salut Lily. Bonjour, Lily. Déjà, il est très joli ce nom d'école, la Plume des Champs. Lily, en fait, pour le moment, on n'a plus d'échantillons. En fait, là, ils sont les derniers échantillons. Je pourrais peut-être aller en chercher un rapidos, mais non, je crois qu'ils sont assez accessibles. Les derniers échantillons qu'on a collectés, c'était hier soir. Donc, en fait, si tu veux, il y a tous les échantillons qu'on va collecter du coup pendant les stations scientifiques, donc avec le filet manta, avec la rosette, etc., qui en général sont de l'eau de mer ou des petites espèces marines. Les derniers échantillons de mer dont tu parles, là, c'était il y a 3 semaines déjà, là, avant Iquique. Et depuis Iquique, depuis 3 semaines. Et depuis Iquique, en fait, si tu veux, donc voilà, il y a ces échantillons de station. Donc, eau de mer, espèces microscopiques, du coup, sont directement liées à l'objectif de cette mission microbiome. Et sinon, en fait, ce bateau, il est aussi équipé d'outils de mesure en continu qui vont nous permettre, par exemple, je parlais des aérosols. Donc, c'est un système qui va nous permettre de filtrer l'air. Il y a des capteurs, en fait, qui sont tout en haut du mât et qui vont aspirer l'air, qui va passer dans des tubes et qui ensuite vont passer à travers des petits porte-filtres sur lesquels j'aurais mis des filtres de différentes matières. Et dessus ces filtres vont être retenues certaines particules qu'il y a dans l'air. Et donc, sur ces petits filtres-là, les chercheurs vont s'intéresser, par exemple, aux virus qui pourraient se trouver dans l'air, parce que ça existe, ou aux aérosols, donc des produits pas cool pour la santé, chimiques. Donc, ces petits filtres-là, c'est la mesure continue et qu'on mesure encore depuis hier soir, quoi. Et t'as autre chose? Non, au niveau des échantillons, non. Du coup, là, on a arrêté aussi les mesures continues, parce qu'on a les aérosols, et puis on a aussi une machine qui mesure la température, la salinité de l'eau également en permanence. Mais comme on n'a pas d'autorisation dans tous les pays, et ben là, on l'a arrêté depuis qu'on est arrivé au Panama, depuis qu'on est rentré dans les eaux panaméennes, en fait. Et pour compléter un petit peu la réponse, Lily, du coup, en fait, si tu veux, pendant cette tournée, on va collecter énormément d'échantillons. Et au bout d'un moment, du coup, il va y avoir ce qu'on appelle un shipping. Donc, c'est le moment un peu clé, du coup, de cette expédition, durant lequel, en fait, il y a un camion qui va venir pour chercher, il va venir chercher, en fait, tous les échantillons qu'on a collectés pendant longtemps et qui va les envoyer, du coup, dans les différents laboratoires. Donc, il y a une partie des échantillons qui est restée au Chili. Tous les échantillons qui concernent, en fait, le cadre, comment te dire ça simplement, le cadre chimique, c'est-à-dire, par exemple, les laboratoires chiliens, eux, ils vont donner un cadre microbiome, donc ils vont s'attacher à la salinité, à la température, à la composition chimique du coup de l'eau de mer. Et côté français, on a envoyé tout ce qui concerne en fait le côté génomique, donc analyse des différentes espèces qu'on a trouvées, de leur matériel génétique, toutes les informations qui concernent les espèces. Donc ça, c'est un grand moment du coup où tous les échantillons sont dispatchés entre les différents laboratoires. Donc là, actuellement, en fait, il nous reste que les échantillons qui peuvent rester à température ambiante sans être fragilisés, en fait. Le shipping, c'est important parce que c'est un peu le trésor de Tara, c'est pour ça qu'on a travaillé plusieurs mois. C'est important que ce soit bien impacté et puis que ce soit bien conservé pour voyager. Merci. Merci à toi. Alors, on va faire un petit quiz avant de revenir aux questions pour voir si vous avez bien tout suivi et bien tout compris. Alors, donc, je vais basculer en organisateur. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. C'est parfait. Alors, donc, je vous invite, les enseignantes, à vous rendre soit sur un nouvel onglet de votre navigateur à Internet, soit sur votre téléphone.
Donc, sur le site qui s'appelle www.menti.com. Et donc, sur Menti, on va vous demander un code. Et donc, vous rentrez le code qui s'affiche en haut de l'écran, qui est 80 54 37 47. Alors, en haut des mains, non? Donc, vous allez tomber sur une question avec un planisphère. Et la question, c'est où se trouve la goélette d'aujourd'hui? Donc, avec votre doigt, si vous êtes sur un téléphone ou avec votre souris, si vous êtes sur l'ordinateur, vous allez cliquer sur le planisphère à l'endroit où vous pensez que la goélette Tara se trouve aujourd'hui. Et donc, on va voir les réponses au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui sont en train de se... Donc, vous rendez sur menti.com, www.menti.com. 54 37 40. Alors, donc on va attendre que tout le monde se connecte. Et donc comme ça, on verra en direct les réponses des élèves. Donc si vous avez bien tout suivi, tout à l'heure en plus, Monche et Milena vous ont montré un petit peu ce qui se passait autour d'eux. Donc normalement, vous devriez savoir où se trouve la goélette. Alors, on a un premier vote, on a 2 votes qui sont très proches, 3 votes, 4 votes. Alors, il faut être un petit peu indulgent parce que sur le téléphone, c'est pas facile, la carte est petite, donc il faut réussir à bien cibler. Mais bon, on est dans la même zone, on a l'air d'être en Amérique centrale. Alors, on a 6 votes. Ah voilà, on commence à avoir une grosse majorité de votes un petit peu dans la même zone. Alors, ça continue à augmenter. Alors, Milena et Monge, vous pouvez nous dire si on est dans la bonne zone? Oui, on est à peu près dans la bonne zone. Donc on a notre carte qui est pas trop zoomée, mais bon, il y a 6, c'est les réponses ça, là, qui sont à peu près correctes. Ouais, voilà, la liaison entre l'Amérique du Sud, 8 maintenant. Petit point bleu, là, il est perdu vers Boston, là-haut, en Atlantique Nord. Mais on est en Amérique centrale. On va passer, donc en fait, on va passer le canal du Panama demain, qui va nous permettre de passer de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Super. Génial. Alors, on va faire une deuxième question. Oups, alors, si j'arrive à vous l'afficher. Voilà. Oups, oh bah, il y en a déjà qui ont voté. Bah, dis donc, vous êtes super rapide. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas voté, à votre avis, le microbiome, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des êtres vivants tout petits, microscopiques, comme on appelle? Donc, on est obligé d'utiliser un microscope pour les voir. Est-ce que c'est plastique ou est-ce que c'est des poissons? Alors, je vous laisse voter. Qu'est-ce que c'est le microbiome? Donc, on commence à avoir une grosse majorité de votes pour des êtres vivants tout petits. On a 8 places qui ont voté pour les êtres vivants tout petits. Alors, le chiffre continue d'augmenter. Le microbiome, ça fait vraiment référence à la taille des chèvres. Voilà, je vois le chiffre tout le temps. Bon, je pense que vous avez tout bon. Est-ce que, Monche et Milena, vous pouvez confirmer que le microbiome, c'est bien des êtres vivants tout petits? Bravo, ouais, 13 réponses pour des êtres vivants tout petits. Donc, le monde microscopique, attention, en interaction dans son environnement. Quand on parle de microbiome, on ne parle pas que des petits organismes microscopiques. On parle de la relation qu'ils entretiennent avec leur environnement, ce qu'ils enrichissent dans leur environnement et comment ils s'enrichissent quelque part de leur environnement. Super. Voilà. Super, bah, bravo à tous. Alors, on va continuer à prendre des petites questions. Alors, je vois des mains levées, donc on va s'en aller en Bolivie. Donc, la classe de Clémentine. Donc, Clémentine. Le voyage en Bolivie, c'est super. Voilà. Donc, on vous écoute en Bolivie. Bonjour. 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 Bonjour, je m'appelle Luciano et j'ai 11 ans. Et ma question c'est, quand a été votre première expédition et qu'est-ce que vous avez vu? Hola, Luciano. Voilà, donc elle a été la première expédition. C'est ça la question. Moi, ma première expédition, c'était Tara Pacifique, où on a étudié le corail, les prélèvements de coraux, mais aussi d'eau et donc de plancton pour
pour connaître les relations qu'ils avaient, comment ils vivaient ensemble, etc. Et puis, moi, je suis arrivé sur la mission de Pacifique parce que je suis marin, mais je suis aussi plongeur. Donc, du coup, je m'occupais de toute la partie plongée, d'organisation, et puis même pour faire des prélèvements pour les scientifiques. Et en ce qui me concerne, Luciano, pour moi, c'était la première fois. C'est la première fois que je monte à bord de Tara. Donc, c'est ma première expédition scientifique au sein de la Goélette. Et comme tu le sais mieux maintenant, c'était pour étudier du coup tout ce monde microscopique. Donc, très heureuse parce que personnellement, ça m'intéresse beaucoup en fait de pouvoir mieux connaître en fait ce qui est invisible à l'œil nu. Parce que du coup, c'est intéressant, c'est surprenant et c'est très, très riche. Il y a une grande diversité, en fait. Parfois, dans 20 millilitres d'eau, en fait, on a des milliers et des milliers et des milliers d'êtres vivants, en fait. Et on s'en rend pas compte parce que du coup, ce qu'on ne voit pas, on a du mal à le considérer. Donc, ça remet après un petit peu en question beaucoup de choses, à savoir est-ce qu'on est capable de considérer, de protéger des choses qu'on ne voit pas, puisque parfois déjà on voit dans la communauté humaine que ce qu'on voit, que ce soit des animaux ou les gens avec lesquels on est en échange ou en relation, déjà on n'en prend pas beaucoup soin. Donc ça nous permet de réfléchir à toutes ces questions, comment mieux vivre ensemble, comment mieux protéger déjà les espèces animales qu'on voit, et puis ensuite passer à l'étape supérieure, pouvoir s'intéresser et observer du coup ce monde microscopique. Ça nous permet de faire évoluer un petit peu notre réflexion aussi sur tout ça. Voilà, Luciano. Ok, merci. Bon dia. Merci à toi. Alors, maintenant, j'ai une question des CM2 de l'école Gambetta qui demande si la météo, enfin d'Adam en particulier, qui demande si la météo vous a déjà empêché de travailler. Bonjour Adam. La météo, elle nous a pas totalement empêché de travailler, c'est juste que du coup, il y a des instruments qu'on va pas forcément sortir. Ouais. La rosette, le grand carrousel avec les bouteilles d'Onishkin, on va la plonger à une certaine profondeur. Effectivement, s'il y a beaucoup de houle et du mauvais temps, ça devient un peu compliqué de la sortir parce que c'est un matériel qui vaut très très cher et qui est très fragile en plus de ça. Donc, il y a des instruments de mesure qu'on va pas pouvoir sortir. Mais on n'a jamais eu à annuler une station, il me semble, non? Non, on n'a pas annulé. Il y a certaines choses effectivement qu'on n'a pas faites, comme le filamenta, parce que ça bouge trop, et puis lui, généralement les conditions, il faut que ce soit plutôt calme, puisque l'on le traîne derrière nous pendant 1 heure. Donc ça, par exemple, on évite quand il y a trop de mer. Et puis effectivement, si on risque d'abîmer le matériel scientifique, tous les capteurs, on évite de faire des mises à l'eau. Oui, on module énormément. Hein. C'est aussi ça, comme on disait tout à l'heure, tout l'intérêt de travailler du coup sur le terrain, c'est de s'adapter à son environnement. Et l'environnement marin, il est en perpétuel mouvement en fait. Entre ce qui se passe à la surface de l'eau, sous la surface de l'eau, dans l'air. C'est pour ça que c'est super intéressant en fait de travailler dans cet environnement. C'est qu'on doit constamment s'adapter. Voilà, on a des stations qui, à cause de la météo, on a fait qui était prévu par exemple un peu plus tard dans le programme et qu'on a avancé parce que les conditions météo se dégradaient. Et puis ensuite, c'était au large du Chili. On est sorti des canaux, faire la station, les conditions nous permettaient. Puis ensuite, il y a eu un coup de vent qui arrivait, donc on est rentré pour faire les stations à l'intérieur où on était plus à l'abri. Ça marche, super. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va partir à Chanteloup-en-Brie avec les CM2 de l'école du Loupio. Donc, alors, j'active votre micro. Vous l'activez de votre côté. Voilà. Oui, bonjour. 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 Ouais, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ouais. Oui, d'accord. Donc, je suis Madame Lescan de l'école de CM2 et je voulais savoir si vous avez actuellement des artistes embarqués sur le bateau ou si vous en avez eu pendant la mission et quel genre d'artistes vous avez eu avec vous.
Alors, on est un peu tous des artistes d'abord. Non, mais je sais que les scientifiques, il y a les marins, mais voilà, il y a aussi des artistes. Tout à fait. Oui, une volonté d'avoir des artistes un peu toujours à bord, là. Vas-y, tu vas commencer. À Iquique, en fait, entre Concepción et Iquique, il y a eu la présence d'un écrivain qui s'appelle Wilfried Nsondé et qui, lui, du coup, avait pour projet justement l'objectif en fait de sa venue, c'était de pouvoir mieux comprendre en fait ce qu'on faisait au niveau scientifique pour pouvoir écrire un roman derrière, donc sur ce monde microscopique. Donc c'était super intéressant de pouvoir le voir dans ce processus en fait du coup de création. Donc Wilfried, il nous a aidé à mettre à l'eau du coup des instruments. Ensuite, il nous a interviewés. Ensuite, il a passé beaucoup de temps à écrire tout ça parce que c'est pas facile en fait de faire de données scientifiques en fait, enfin de données de stations scientifiques, d'une expédition scientifique à un roman qui accroche. Mais du coup, ça va être chouette parce que il va partir un peu sur ce registre de Weber comme les fourmis où du coup on va plonger dans ce monde microscopique et puis on va avoir toute une histoire du coup entre différentes espèces de phytoplancton qui sont très très importantes dans le microbiome. Et donc voilà, donc Wilfried Nsondé qui aussi du coup fait aussi beaucoup d'ateliers avec les enfants. Donc c'est intéressant de le suivre. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose? Donc jusqu'ici on a eu Wilfried, oui, mais après là en ce moment il y a des sélections pour qu'il y ait d'autres artistes qui vont être sélectionnés pour venir à bord tout au long de la mission. Comme moi j'ai déjà connu et vécu donc, sur Terra Pacifique pendant 2 ans, on a eu des artistes de divers milieux, que ce soit des photographes, des peintres, des musiciens. Donc voilà, donc, actuellement il y a une sélection qui est en train de se faire. Ok, très bien, merci beaucoup. Ben, on va attendre le roman alors. Hein. Ouais, en effet, ouais. Ça promet d'être très chouette. Ça va nous faire voyager. Espérons que ça accroche aussi les lecteurs. Ouais. Ben, y a pas de raison. Ok, en tout cas, bonne continuation à vous. Merci à vous. Alors maintenant, j'ai une question de l'école du Cimous qui ne doit pas avoir de micro, donc les CM2, qui demandent ce que vous avez à bord pour faire vos recherches. Est-ce qu'on voit quelque chose depuis là où vous êtes que vous pouvez nous montrer ou pas? Qu'est-ce qu'on a à bord pour faire nos recherches? Recherche scientifique, c'est par là. Est-ce que vous avez un... on a regardé, enfin nos recherches ou nos prélèvements. On va peut-être orienter la question sur les prélèvements. Donc, ouais. Là, juste devant vous, je ne sais pas si vous l'observez, il y a la rosette, le carrousel. Voilà. Ici, normalement, vous apercevez une bâche avec des petits points de toutes les couleurs. Dessous, en fait, c'est le dauphin. Donc, c'est un outil qui va nous permettre de collecter l'eau qui est en surface. Ensuite, nous avons ici, on va voyager. Hop. On va aller voir les aérosols. Donc là, vous avez le wet lab. Voilà. Là, on a tout démonté, mais normalement, il y a des rampes de filtration. Essentiellement, il y a la hotte, du coup, pour les produits chimiques. Et ici, sous ce petit abri en plexiglas, en fait, il y a justement les aérosols. Donc, c'est la mesure continue là, des différentes particules qui vont se trouver dans l'air. Qu'est-ce que j'ai encore autour de moi? Vous les voyez, les aérosols? Oui. Ouais, on voit super bien, c'est génial. Voilà. Donc, le petit carrousel de nouveau. Et puis, notre outil de recherche premier, quand même, c'est bien de le dire, c'est quand même cette goélette Tara, hein, parce que sans Tara, on ne pourrait pas naviguer aussi loin et dans des lieux aussi reculés pour faire tous ces prélèvements. Donc, Tara, c'est finalement notre premier outil de recherche. Super, génial, merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question. Hop, à l'oral, donc la classe d'Aurélie Terrien. Ils utilisent beaucoup le laboratoire qui est dehors. Alors. C'est le wet lab et il y a un autre laboratoire à l'intérieur du bateau. Alors, la classe d'Aurélie Terrien. Hop, j'active votre son. Vous nous entendez? Oui.
Oui, c'est bon. C'est à vous. Taous, bien. Tu poses ta question? Bah, c'était quoi ta question? On peut demander ça. Combien de tonnes pèse la goélette? Vas-y. Combien de tonnes pose la Goélette. goélette? Alors la goélette Tara, en fonction des instruments, là on a un treuil qui nous permet donc de mettre la rosette de carrousel à l'eau, qui est lourd. Donc en fonction de ce qu'on a à bord, on va dire qu'elle pèse entre 120 et 140 tonnes à peu près. Tu dis merci. Merci. Il y avait une autre 120. question de Taous, mais elle n'ose pas la poser. C'était savoir s'il y avait la télévision à bord du bateau. Non, on a un écran de télé qui nous permet de faire des présentations, puisque même pour nous, les marins, on a les scientifiques qui nous font des présentations pour mieux connaître leur travail, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et puis d'autres présentations comme Fred Nsande, l'artiste, ou projeter des petites vidéos qui sont diffusées sur Internet aussi, hein, que les correspondants de bord font, auxquels on participe, mais on les voit pas forcément, puisqu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas les chaînes de télé à bord. Non. Et puis à bord, finalement, comme il dit, Monge, c'est un peu nous la télévision, tu vois, parce que du coup, tous les gens qui se retrouvent à bord, les marins, les scientifiques, ils peuvent avoir des nationalités différentes comment dire, être spécialistes dans différents domaines. Donc l'idée, c'est que chacun puisse partager en fait lors de présentations, comme il disait, ses connaissances. Et puis la télé, elle nous intéresse pas plus que ça, en tout cas, parce qu'autour de nous, on va avoir, si on peut l'appeler comme ça, du coup la grande télé aussi des astres. Donc on a beaucoup de choses à observer et pas forcément besoin de la télé. Déjà parce que on va prélever des choses intéressantes, on va en discuter, on va les observer. Finalement, c'est ce petit instrument qui nous permet d'observer les micro-organismes. C'est un peu notre télé. Des fois, on est une dizaine autour et puis on va y passer du temps, on va les regarder comment ils bougent. Voilà. Et puis, pendant nos quarts de nuit, on va regarder le ciel. Et puis on va essayer de mieux comprendre, par exemple, pour les non-marins, où se situent certaines étoiles, aussi comment fonctionne un peu cet univers autour de nous que parfois on a un peu du mal à se représenter. C'est mon cas. Donc voilà, pas besoin de télé, notre environnement est très riche et je vous conseille aussi d'être très curieux et très observateur de votre environnement parce que les écrans ne nous disent pas tout. De temps en temps, on peut aller chercher des informations, mais il y a beaucoup de choses qui se trouvent autour de nous. Voilà. Merci. Merci. Question à l'écrit de Yacine. Donc Yacine, il est à l'élémentaire Henri Seguin et il demande quelle est l'expérience scientifique la plus compliquée que vous ayez fait. L'expérience scientifique la plus compliquée. Tu vois, Yacine, cette expédition-là, pour moi, c'était plusieurs challenges à la fois. Parce que je suis, par exemple, technicienne environnementale et pas technicienne laboratoire. Donc, tout était pas compliqué, mais tout était nouveau. Donc ça a demandé beaucoup d'adaptation, découvrir des termes et des instruments que j'avais jamais manipulés. Donc déjà, tout ça, c'était pas compliqué, mais ça demandait, ça demandait beaucoup d'adaptation. C'était un gros challenge. Et puis c'est pas compliqué, mais en fait, ce monde qu'on étudie, il est complexe. C'est plein de petites interactions les unes avec les autres qui nous demandent du coup d'avoir des connaissances plus larges. En fait, c'est un grand éco-complexe en fait d'êtres vivants et d'interactions à l'intérieur. Donc c'est pas compliqué, mais ça demande quand même de s'y pencher, de pouvoir comprendre dans quel milieu tout ça se passe, quels sont les gros mammifères dessous, les plus petits, jusqu'à arriver à toutes ces espèces microscopiques. Donc
parlons pas de compliqué, mais de complexité, ouais. Ça demande. Qu'est-ce que tu peux rajouter, Monche? Moi, l'expérience scientifique complexe, c'est un peu tout complexe pour moi, parce que techniquement, c'est des choses qu'on découvre et tout, mais on apprend à connaître. Et après, c'est très intéressant et on apprend et on voit que effectivement, l'environnement de la mer et puis même partout autour de nous, et comme dit Milena, est complexe, et puis il y a des procédés pour pouvoir les connaître et puis vraiment séparer ce que chaque scientifique cherche à connaître, à comprendre pour mettre en place, quoi. Ils ne travaillent pas tous de la même façon, puisque même si au départ ce sont des prélèvements d'eau pour tout le monde, et ben chacun dans son petit coin filtre de différentes façons, plus ou moins grandes, et puis va chercher des informations donc de différentes sources. J'ai pas toutes les données non plus, mais c'est assez intéressant de les voir, que en fait ce qui à la base on pense qu'on vient juste chercher de l'eau et puis tout le monde fait le même travail. Non, en fait il y a plusieurs domaines qui sont étudiés sur une même bouteille d'eau, par exemple. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, sur une bouteille d'eau, ben, du coup, il y a une partie qui va être analysée pour donner le cadre biochimique, en fait, de l'histoire. C'est comme une histoire dans laquelle il y a un environnement, puis les organismes vivants qui interagissent dedans, en fait. Donc, on a besoin, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la maison et les organismes qui sont en interaction dedans, on a besoin de savoir dans quelles conditions ils sont, est-ce qu'ils sont protégés, voilà. C'est tout ça. C'est tout ça. Et juste pour ajouter quelque chose, du coup, assez surprenant aussi parce que les marins aussi, ils ont, à force d'embarquer et de rencontrer du coup des scientifiques et d'étudier différents domaines, ils ont énormément de connaissances en fait. Finalement, parfois, ils sont bien plus renseignés sur certains domaines comme je sais pas, comme disait Monche, les coraux, la pompe biologique, enfin c'est vraiment assez intéressant. Du coup, ça fait des profils très très variés et du coup, ça donne des lieux à des conversations assez enrichissantes. Ouais, voilà. Et nous, on cherche aussi à comprendre de façon simple leur travail, qui eux utilisent beaucoup de mots techniques, etc. Et nous, on cherche et ils nous aident aussi à simplifier leur travail pour que nous on comprenne facilement, ce qui nous permet aussi d'en discuter et de le retranscrire et de l'expliquer simplement à tout le monde en fait, quoi. Que ce soit des petits ou des grands, voilà, des gens qui connaissent déjà la science ou pas, absolument pas. C'est enrichissant pour tout le monde, je pense aussi. Ouais, toute l'idée, par exemple, de ces échanges avec vous, comme maintenant, c'est de simplifier un maximum en fait nos propos pour que vous compreniez ce qu'on fait et pour que vous vous y intéressiez en fait. Mais c'est pas facile hein, des fois parce que c'est beaucoup de termes un peu compliqués, mais qui méritent en fait d'être pour intéresser les gens, il faut vulgariser tout ça. Et pour protéger du coup cet environnement, on a besoin que vous compreniez ce qu'on vous dit, pour que vous puissiez le répéter avec vos propres mots, parce que l'idée c'est pas de répéter quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, c'est que vous puissiez vous approprier ces connaissances, les dessiner, les chanter, les danser. Vous voyez, il y a plein de manières différentes d'apprendre. C'est pas que d'apprendre de manière scientifique. Vous pouvez apprendre de plein de manières différentes. Et en tout cas, ce monde en plus environnant, il est très très riche. Donc, sentez-vous libre dans vos futures professions de pouvoir intégrer toute cette dimension environnementale parce qu'elle est belle. Donc, ouais. Je crois qu'on s'est un peu éloigné de la question de départ, qu'on est philosophé. Mais c'est bien. On a répondu à la question. Mais ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Le temps est déjà passé malheureusement. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé et bonne journée, bonne soirée pour ceux qui sont en France et bonne journée pour ceux qui sont en Bolivie. À bientôt. Au revoir les enfants. Bye bye. Salut.